Une fois n'est pas coutume, j'aimerais vous annoncer les bons chiffres de l'emploi. Prenons par exemple ceux de nos voisins français. Si l'on consulte mes camemberts, on constate que chez eux, le nombre d'emplois est passé de 22,1 millions en 1975 à 26,2 millions aujourd'hui, soit 110 000 emplois gagnés chaque année depuis plus de 20 ans. Alors pourquoi donc nous seriner avec les mauvais chiffres du chômage alors que, dans les faits, chaque année, l'emploi progresse de 110 000 postes par an? Tout simplement parce que, dans le même temps, la population active, elle aussi, augmente de 155 000 personnes. Des femmes en particulier qui, les écervelées, se sont toutes mises en tête de travailler. En effet, si en 1962, elles ne représentaient qu'un tiers des actifs, elles sont aujourd'hui 47%. Autant dire que sans elles, nous aurions atteint le plein emploi depuis bien longtemps. Bah oui. Si cette émission vous a intéressé, vous pouvez lire le très pertinent livre de Éric Zemmour, La femme, ce boulet, où l'auteur fait preuve de la vision éclairée d'un phare de recul. Faut-il parler de surpopulation? Alors bien sûr, lorsque l'on consulte les camemberts, on constate que la population mondiale est passée de 3 milliards en 1950 à 4 milliards en 1975, 5 en 1990, 6 en 2000, jusqu'à plus de 7 milliards aujourd'hui. Alors, une question se pose avec gravité. Notre planète est-elle assez spacieuse pour nourrir un aussi grand nombre d'habitants? À cette question, je répondrai par une autre. À votre avis, sur quelle surface tiendrions-nous tous debout, serrés les uns contre les autres, soit à 4 par mètre carré? Tiendrions-nous tous sur la surface de l'Argentine, de l'Allemagne, du Japon? Que nenni, à 7 milliards, nous tiendrions tous sur l'équivalent de la surface de la Guadeloupe. Vous le voyez, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a encore de la marge. Si cette émission vous a intéressé et si vous voulez aller plus loin dans l'analyse de la surpopulation, je vous conseille le livre « Niquez et multipliez-vous » de Christine Boutin, une femme avec qui, par ailleurs, on ne tiendrait pas à 4 dans un mètre carré. Merci. Depuis une dizaine d'années, le succès de l'économie allemande repose principalement sur ses exportations insolentes, en particulier de robots industriels et en particulier vers la Chine. Grâce aux robots allemands, les Chinois peuvent fabriquer à bas coût des produits qu'ils exportent en masse partout dans le monde. D'où balance des exportations largement excédentaires pour l'Allemagne et largement déficitaires pour ses voisins européens. Oui, mais voilà. Dorénavant, les Chinois, à leur tour, se sont mis à fabriquer des robots industriels. On peut donc prévoir rapidement un ralentissement des exportations allemandes, voire un arrêt total quand les Chinois, en plus de leur merde, vendront des robots moins chers au monde entier. On ne leur souhaite pas, surtout quand on sait qui finance pour moitié le budget d'Artung, la chaîne Grolando-allemande sur laquelle je m'exprime en ce moment. Si cette analyse vous a intéressé, je vous conseille le livre de Karl Lagerfeld intitulé « Les Allemands futurs Grecs », le livre que devrait lire Angela Merkel avant de se rendre à la fête des voisins. On nous serine avec la dette. Mais qu'en est-il vraiment? Pour prendre un exemple de camembert parlant,
Je vais vous présenter celui du pays du camembert, justement. La France, puisque je parlais d'elle, vient de passer le cap symbolique des 2000 milliards d'euros de dette publique, soit pratiquement autant que son produit intérieur brut. Le chiffre fait peur parce qu'il est impressionnant, mais qu'en est-il exactement ? Rapporté à un ménage gagnant 3 000 euros par mois, donc générant un PIB de 36 000 euros par an, cela équivaudrait à une dette de 35 000 euros, soit un petit prêt immobilier, à peine de quoi acheter une place de parking à Paris, rien de bien dramatique donc. Alors, arrêtez de nous faire chier. Si cette analyse vous a convaincu, je vous conseille le livre de l'économiste Jean-Luc Mélenchon sur la dette, intitulé « On ne paiera pas ». Un ouvrage vendu 19,90 € si vous êtes assez con pour payer. Que faut-il penser des religions ? Lorsque l'on consulte les camemberts, l'on se rend compte que sur les 7 milliards d'habitants que compte la planète, on recense 33% de chrétiens, 20% de musulmans, 14% d'athées, 13% d'hindouistes, 13% d'animistes, 6% de bouddhistes et 1% de juifs, zoroastriens, mandéens et autres babis. Et pourtant, si l'on considère que la religion concerne la vie après la mort, il serait plus judicieux de recenser les croyances de ceux qui sont déjà morts. Et dans ce cas, sur les 100 milliards d'êtres humains ayant déjà vécu sur cette terre depuis les débuts de l'histoire de l'humanité, on compte alors 60% d'animistes, 15% de polythéistes, 10% de chrétiens, 5% de musulmans, 4% d'athées, 3% d'hindouistes, 2% de bouddhistes et 1% de diverses religions à la con. En gros, là-haut, le grand chef a autant de chances d'être un frelon ou un éléphant aux grandes oreilles que Jésus ou Mahomet. Conclusion, pour se foutre sur la gueule ici-bas pour des raisons religieuses, il faut vraiment être abruti. Si cette émission vous a intéressé, vous pouvez aller plus loin dans l'analyse de la religion avec le livre de Benoît XVI intitulé « Dieu, mon cul », la vision éclairée d'un retraité qui sait de quoi il parle. Pour ce dernier, dessous des camemberts, il était de mon devoir de journaliste de répondre à la question essentielle dans notre monde qui détient réellement le pouvoir. Sont-ce les médias et autres lobbyistes qui représentent 0,03% de la population mondiale ? Sont-ce les juifs qui représentent 0,02% de la population mondiale ? Sont-ce les francs-maçons qui en représentent 0,005%? Sont-ce les énarques, hiérarques et autres oligarques? 0,0006%. Sont-ce les faucons républicains américains? 0,0003%. Ou les participants au sommet de Davos? 0,0001%. Que nenni! En réalité, ceux qui tirent les ficelles, c'est vous tous, bande de cons. Ou plutôt aurais-je dû dire, nous tous, bande de cons. Pensez, si à 7 milliards 300 millions, nous ne sommes pas fichus d'imposer nos choix, eh bien c'est que nous sommes vraiment un sacré paquet d'abrutis. Si cette analyse vous a intéressé, je vous conseille de ne pas acheter ce livre et, avec l'argent, d'aller au bistrot pour refaire le monde. Merci.
Dans nos pays occidentaux, deux systèmes de retraite s'affrontent. Le système dit par répartition est directement lié à la pyramide des âges. Par exemple, en France, lorsqu'il fut créé en 1946, 3 actifs se cotisaient pour payer la petite retraite d'un seul inactif, alors que dans 10 ans, un seul actif devra payer pour la grosse retraite d'un seul inactif. Après des années de chômage, vous imaginez un jeune d'aujourd'hui donner les 3/4 de son salaire pour payer la retraite d'un vieux renard? Certes non. Il nous faudrait donc passer au système dit par capitalisation, dont je rappelle le principe instauré aux États-Unis, où 100 000 actifs se cotisent pour payer la retraite d'un seul banquier qui se tire avec la caisse à la première crise financière venue. Entre ces deux solutions, difficile de faire son choix. Alors, si vous cherchez une solution alternative, je vous conseille de lire le livre de Michou intitulé « Ma retraite dans mon cul », où l'auteur explique qu'il vaut mieux cacher ses économies dans son fondement. Au moins, dit l'économiste, nos enfants changeront notre couche dans l'espoir de prendre un petit billet. Comme quoi le mot « retraite » peut toujours rimer avec le mot « plaisir ». Faut-il craindre la Chine ? Beaucoup d'économistes se posent la question. En effet, lorsque l'on consulte les camemberts, l'on se rend compte qu'en à peine 20 ans, la Chine est devenue le premier exportateur du monde, le premier producteur de biens industriels, le premier importateur de pétrole et le plus gros détenteur de bons du trésor occidentaux. Alors faut-il pour autant détester la Chine ? Tous les plus grands experts groenlandais ne le croient pas. Au contraire, ils pensent qu'il conviendrait plutôt de leur dire merci. En effet, grâce à leurs centaines de millions de travailleurs sous-payés, nous autres, occidentaux, avons réussi à nous débarrasser de nos emplois les plus pénibles, de nos usines les plus polluantes et de nos bons du trésor qui ne valent rien, tout en achetant leurs produits une misère. Quels cons ces Chinois! Si cette émission vous a intéressé, vous pouvez lire une très bonne introduction à la géopolitique de la Chine avec le livre de Francis Kunz intitulé « Shintok, je vous aime », la vision éclairée d'une grosse feignasse occidentale. Bonjour. Si nous cessions un petit peu de parler politique pour parler d'impôts, et vous l'allez voir, c'est un petit peu le même sujet. En effet, regardez, si l'on consulte mon camembert, on se rend compte que tout État moderne, normalement constitué, se décompose en 3 parties inégales. D'un côté, les trop pauvres, de l'autre, les trop riches, et au milieu, eh bien, les trop moyens. Alors, bien sûr, les trop pauvres ne payent pas d'impôts, les pauvres. Les trop riches ne payent pas non plus d'impôts, les fumiers. Tout est donc pour la gueule de la classe moyenne. Une classe moyenne qui devient donc de plus en plus pauvre, qui devient donc de plus en plus énervée, jusqu'à voter n'importe quoi. On l'a vu ces derniers temps. Alors vous me direz, pourquoi n'a-t-on pas eu l'idée de refaire payer les trop riches ? Eh bien, tout simplement parce que ceux-ci, avec l'argent économisé sur leurs impôts, eh bien, se sont payés des journaux, des télévisions, des médias, qui parlent de tous les sujets, sauf de celui-là. Si cette chronique vous a intéressé, je vous conseille le livre de Donald Trump, enfin traduit en français, « Milliardaire non imposable et je vous emmerde ». Prix public 59 $. Lui ne paiera pas d'impôts, par contre vous paierez la TVA plein pot.